La plupart des gens pensent que croire en soi, ça veut dire se tenir droit, parler fort, avoir l'air sûr de soi devant les autres. Mais ça, ce n'est pas de la confiance, c'est une performance. La vraie confiance en soi est beaucoup plus dérangeante que ce qu'on imagine, parce qu'à l'instant où tu commences réellement à te faire confiance, tu arrêtes de demander la permission d'exister. Et ça menace, en silence, tous ceux dont l'équilibre dépendait de ton obéissance. Jung a écrit un jour que le plus grand privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Ce qu'il n'a pas dit directement, c'est que cette transformation commence presque toujours par une forme d'isolement. Au début, rien de spectaculaire ne se passe. On commence simplement à remarquer des choses. La façon dont certaines personnes ne t'apprécient vraiment que quand tu doutes de toi. La façon dont ton humour devient soudain de l'arrogance dès que tu arrêtes de te dévaloriser toi-même. La façon dont certaines amitiés deviennent inconfortables le jour où tu arrêtes de te faire plus petit pour protéger l'ego de l'autre. Et lentement, une prise de conscience dérangeante commence à s'installer. Beaucoup de gens n'ont jamais aimé la vraie version de toi. Ils aimaient la version qui doutait, parce que le doute rend prévisible, contrôlable, rassurant. Une personne qui croit en elle devient difficile à manipuler. C'est pour ça que tant de gens détruisent inconsciemment leur propre confiance avant même que le monde ait eu l'occasion de les attaquer. Ils apprennent, tôt, que se montrer crée du danger. Alors ils deviennent plus petits, plus discrets, plus faciles à digérer. Le plus triste, c'est qu'après des années à faire ça, ils ne reconnaissent même plus la performance. Ils appellent ça de l'humilité, mais au fond, quelque chose sonne faux. Jung pensait que l'esprit humain contient une ombre, toutes les parties de nous-mêmes rejetées sous le poids du conditionnement social. La plupart des gens imaginent l'ombre comme de la colère, de la jalousie, de la violence. Mais parfois, l'ombre, c'est ton ambition, ton intelligence, ton intensité, ton potentiel, tout ce que d'autres t'ont discrètement appris à étouffer. Et la partie effrayante, c'est que plus tu te trahis toi-même, plus une forme de ressentiment s'infiltre dans ta personnalité, sans même que tu le remarques. Tu deviens épuisé au contact des gens qui réussissent, sur la défensive face à ceux qui rayonnent de confiance, méfiant envers quiconque vit librement. Pas parce que tu les détestes, mais parce qu'ils te rappellent la version de toi-même que tu as abandonnée depuis longtemps. Les gens ne t'en veulent pas d'être faible, ils t'en veulent de pouvoir, un jour, les dépasser. Et quelque part, dans le silence de ta propre vie, tu sais déjà exactement qui deviendra mal à l'aise le jour où tu commenceras vraiment à changer. C'est cette conscience-là qui déclenche la transformation, pas la motivation, la reconnaissance. Il y a un moment qui arrive en silence chez certaines personnes. Pas d'applaudissements, pas de déclic visible, aucune scène dramatique. Juste un léger basculement dans la perception. Elles commencent à comprendre à quel point leur personnalité a été construite pour survivre. Le ton toujours conciliant, le besoin constant de tout expliquer, le rire nerveux, l'habitude de s'excuser avant même de parler. Rien de tout ça n'était un hasard, c'était de l'adaptation. Parce que quelque part dans l'enfance, l'adolescence ou une humiliation précise, une règle psychologique dangereuse s'est installée. Être pleinement soi-même peut coûter l'amour des autres. Alors l'esprit fabrique des masques. Jung appelait ça la persona, le moi social, conçu pour fonctionner en société. Et la persona est utile, tant qu'on n'oublie pas que c'est un masque. C'est le moment où la performance finit par engloutir l'identité tout entière. On commence à surveiller chaque mot avant de le prononcer. On analyse les expressions du visage comme des menaces cachées. On devient dépendant du besoin d'être compris, tout en cachant secrètement tout ce qui est réellement soi. Et à un moment donné, quelque chose se fissure à l'intérieur, parce que l'esprit humain peut survivre bien plus longtemps à la douleur qu'à la trahison de soi-même. C'est pour ça que certaines personnes se sentent étrangement vides, même quand leur vie semble stable en apparence. Le problème, ce n'est pas l'échec, c'est la déconnexion. On peut survivre au rejet, mais survivre pendant des années sans authenticité crée petit à petit une forme d'engourdissement psychologique. Et les gens engourdis deviennent dangereux d'une façon discrète, pas violente, juste creuse. Ils arrêtent de poursuivre ce qu'ils veulent vraiment. Ils s'installent dans des routines qui les vident. Ils restent dans des relations où leur énergie s'éteint doucement, en échange d'une sécurité émotionnelle de façade. Et un jour,
Ils se réveillent avec une prise de conscience terrifiante. Ils sont devenus quelqu'un qu'ils n'admireraient jamais. La gentillesse sans limite apprend, sans le vouloir, aux autres comment utiliser. La plupart des gens le découvrent trop tard. Au début, on les félicite pour leur patience, leur compréhension, leur capacité à encaisser le manque de respect avec le sourire. Mais sous cette politesse sociale, les êtres humains testent instinctivement les limites. Pas toujours consciemment, pas toujours par méchanceté, juste naturellement. Et quand on sacrifie sans arrêt ses propres besoins pour préserver l'harmonie, les autres cessent peu à peu de te voir comme une personne avec des limites. Ils commencent à te voir comme une infrastructure émotionnelle, quelque chose de fiable, de disponible en permanence, qui existe pour leur confort. La vérité dérangeante, c'est que le sacrifice de soi excessif crée rarement du respect. Il crée un sentiment de droit inconscient chez les autres. C'est pour ça que tout le monde est choqué quand la personne discrète change enfin. L'ami toujours conciliant devient distant, le partenaire patient devient froid. Celui qui plaisait à tout le monde disparaît sans explication. Mais cette transformation ne s'est jamais faite du jour au lendemain. C'était des années de ressentiments silencieux qui finissent par atteindre un point de rupture. Parce qu'au fond, chaque être humain veut se sentir réel. Et un jour, l'âme finit par punir chaque version de nous-mêmes construite uniquement pour survivre aux autres. Cette punition prend la forme d'anxiété, d'épuisement, de rumination, parfois d'une tristesse sans cause visible. L'esprit est complexe, mais parfois, la souffrance n'est rien d'autre que le prix psychologique de s'être abandonné soi-même trop longtemps. Et la partie effrayante, c'est que la plupart des gens ne se reconnectent jamais à qui ils sont vraiment. Ils meurent en tant que leur propre persona. Croire en soi ne ressemble presque jamais à de la puissance, au début. Ça ressemble plutôt à de la solitude, parce qu'à partir du moment où on cesse d'avoir besoin d'une validation constante, toute la dynamique sociale autour de nous commence à changer. Les conversations prennent un autre goût, des amitiés révèlent leurs conditions cachées. Des gens qui semblaient soutenants deviennent soudain distants dès qu'on arrête de leur demander leur approbation. Au début, ça déstabilise. Puis on commence à voir un schéma se répéter. Certaines personnes ne sont à l'aise qu'avec une version incertaine de nous, la version dépendante, celle qui a constamment besoin d'être rassurée avant de décider quoi que ce soit. Mais la confiance en soi change l'équilibre des rapports de force à l'intérieur d'une relation. Et le pouvoir, même émotionnel, met les gens mal à l'aise. La plupart des relations ne se terminent pas quand le respect disparaît. Elles se terminent quand la lucidité apparaît. Cette lucidité fait mal, parce qu'elle force à voir quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à éviter. Le lien humain est bien plus conditionnel qu'il n'y paraît. Les gens disent vouloir de l'honnêteté, mais ce qu'ils veulent en réalité, c'est de la prévisibilité émotionnelle. Ils veulent la version de toi qu'ils ont appris à contrôler. Et dès l'instant où tu commences à faire confiance à tes propres instincts, les contrats invisibles commencent à se briser un à un. Tu arrêtes de trop t'expliquer, tu arrêtes de justifier chacune de tes décisions, tu arrêtes de supplier les autres de comprendre tes intentions. Et étrangement, ce silence irrite davantage que n'importe quelle dispute, parce que la confiance en soi crée une indépendance émotionnelle. Et les gens émotionnellement indépendants sont difficiles à manipuler par la culpabilité, la honte ou la peur du rejet. C'est pour ça que Jung considérait l'individuation, le fait de devenir pleinement soi-même, comme l'un des processus psychologiques les plus douloureux qu'un être humain puisse traverser. On ne se contente pas de se découvrir, on fait le deuil de chaque fausse identité qui, un jour, nous a permis d'être socialement acceptés. L'enfant obéissant, l'ami toujours d'accord avec tout, la version de nous-mêmes conçue pour éviter le conflit à tout prix. Chacune de ces identités nous a protégés, un temps, mais à un moment donné, la protection devient une prison. Il arrive un point où rester petit fait plus mal que d'être jugé. Et c'est généralement exactement à ce moment-là qu'une personne commence à changer pour de vrai. Pas de l'extérieur, à l'intérieur. Ce basculement devient visible dans de petits comportements. On arrête de poursuivre les gens qui s'éloignent, on arrête de paniquer quand on est mal compris, on arrête d'interpréter le rejet comme une preuve de notre propre inutilité. Au contraire, on commence à observer les comportements humains avec une clarté presque dérangeante.
On remarque à quel point les gens projettent leurs propres insécurités sur les autres, à quel point une critique cache souvent de l'envie. Combien de règles sociales n'existent que pour maintenir les individus dans une forme d'obéissance psychologique. Ceux qui se trahissent eux-mêmes trop longtemps finissent par oublier ce qu'un désir sincère peut même ressembler. C'est ça le vrai danger, pas l'échec, pas le rejet, l'amnésie de soi-même. Et une fois que cette prise de conscience s'installe dans l'esprit, il devient impossible de revenir en arrière, dans l'ignorance. On commence à voir des masques partout, au travail, dans les amitiés, en famille, et même en soi-même, surtout en soi-même. Parce que l'illusion la plus difficile à détruire est celle qu'on a créée pour survivre. La plupart des gens passent leur existence à éviter l'inconfort, mais Jung comprenait quelque chose de plus sombre encore. Les parties les plus puissantes de notre personnalité se cachent souvent sous les émotions qu'on évite le plus. La peur, la colère, la solitude, la honte. Pas parce que ces émotions sont nobles en elles-mêmes, mais parce qu'elles révèlent l'endroit précis où le faux self commence à se fissurer. Une personne qui ne se remet jamais en question reste psychologiquement endormie. Elle suit des croyances héritées, des peurs héritées, des limites héritées, et finit par confondre la familiarité avec la vérité. C'est pour ça que la vraie confiance en soi est aussi inconfortable. Elle force la confrontation avec des parts de nous-mêmes qu'on a passé des années à réprimer. Toute faiblesse n'en est pas vraiment une. Parfois, ce qu'on prend pour de la faiblesse n'est qu'une force épuisée qui n'a jamais eu le droit de s'exprimer. Pense à toutes ces personnes qui vivent secrètement des vies divisées, calmes en apparence, furieuses à l'intérieur, sociables en apparence, complètement déconnectées à l'intérieur, confiantes en apparence, terrifiées à l'idée que personne ne resterait si le masque venait à tomber. L'esprit humain devient redoutablement doué pour cette fragmentation, et avec le temps, la performance devient automatique. On sourit en se sentant vide, on dit « ça va » sans même s'entendre le dire. On continue des routines qui détruisent lentement notre énergie parce que l'incertitude fait plus peur que le malheur lui-même. Puis un jour, un petit événement se produit, une trahison, une humiliation, une période d'isolement, un moment où personne ne vient nous sauver. Et étrangement, c'est souvent ça, le vrai commencement. Parce que la douleur a une façon brutale de révéler les illusions, on voit soudain qui disparaît le jour où on n'est plus utile, qui ne nous contacte que lorsqu'il a besoin de réconfort, qui devient mal à l'aise le jour où on commence enfin à s'accorder de la valeur. Et une fois vu, ces schémas deviennent impossibles à ignorer. Les gens sont souvent fidèles au rôle qu'on joue dans leur vie, pas à la réalité de qui on est vraiment. Cette prise de conscience transforme une personne définitivement, pas en quelqu'un de dur, en quelqu'un d'observateur, quelqu'un de plus lent à faire confiance aux mots creux, moins hypnotisé par les apparences, quelqu'un qui comprend que les êtres humains se révèlent rarement de façon directe. Ils se révèlent à travers des schémas répétés, un manque de respect qui revient, une envie déguisée en blague, un soutien qui disparaît discrètement dès qu'on commence à réussir. Le plus troublant, c'est que beaucoup de gens ressentent déjà, intuitivement, ces dynamiques. Ils choisissent simplement de réprimer cette conscience, parce que l'accepter demanderait de changer toute leur vie, et le changement menace l'identité. Même une identité douloureuse devient addictive, à force d'être familière. C'est pour ça qu'on reste dans des amitiés toxiques pendant des années, qu'on tolère la manipulation émotionnelle, qu'on trahit sans cesse ses propres instincts pour préserver un sentiment d'appartenance. Parce que l'isolement effraie le système nerveux humain à un niveau presque animal. Mais il existe une autre terreur, plus rarement évoquée, celle de réaliser qu'on s'est abandonné soi-même, uniquement pour éviter d'être abandonné par les autres. Cette prise de conscience arrive en silence, souvent tard le soir, souvent dans les moments d'immobilité, quand les distractions cessent de fonctionner. Et une fois qu'elle arrive, quelque chose en nous refuse de se rendormir. Après ce point, le monde commence à paraître différent. Pas visuellement, psychologiquement. On commence à remarquer à quel point la peur dirige le comportement humain. Pas la grande peur, pas celle de la vie ou de la mort. Des peurs plus petites, qui façonnent en silence des personnalités entières. La peur du rejet, la peur de la critique, la peur de déplaire, la peur de devenir trop visible. La plupart des gens ne vivent pas selon la vérité, ils vivent selon les conséquences sociales.
Et une fois qu'on comprend ça, on comprend aussi pourquoi les personnes authentiques mettent les autres si mal à l'aise. L'authenticité dérange les systèmes inconscients. Une personne qui croit sincèrement en elle devient plus difficile à faire culpabiliser, à manipuler, à contrôler par le besoin d'approbation. Cette liberté dérange ceux qui dépendent encore d'une validation extérieure pour se sentir légitimes. Un homme incertain de lui-même s'irrite face à la certitude d'un autre. Une personne prisonnière du conformisme en veut secrètement à celui qui vit librement. Un ami peu sûr de lui décourage discrètement ta croissance tout en prétendant te protéger. Pas toujours volontairement. Les êtres humains sont experts en comportements inconscients. Parfois, on sabote les autres uniquement pour préserver son propre équilibre psychologique, parce que la transformation de l'autre nous force à affronter notre propre stagnation. Et la plupart des gens préfèrent critiquer la croissance d'autrui plutôt que de questionner leurs propres limites. On attaque souvent chez les autres ce qu'on a soi-même abandonné en soi. C'est pour ça que la confiance en soi transforme aussi radicalement la vie sociale. Plus on se reconnecte à soi-même, plus certaines relations s'effondrent naturellement. Pas parce qu'on devient arrogant, mais parce que notre énergie arrête de négocier pour obtenir l'acceptation des autres. On arrête de rire quand on nous manque de respect, juste pour désamorcer une tension. On arrête de réduire ses ambitions pour rassurer des gens insécurisés. On arrête de traiter son intuition comme une ennemie. Et ça crée des frictions, parce que de nombreuses structures sociales reposent sur une trahison de soi silencieuse et généralisée. Les familles, les amitiés, les environnements professionnels, les relations amoureuses. Des systèmes entiers récompensent tranquillement la conformité et punissent l'individualité. Jung avait profondément compris ce mécanisme. Il pensait que la plupart des gens ne deviennent jamais vraiment des individus, ils deviennent des reflets d'attentes collectives. Leur personnalité s'assemble à partir de la peur, de l'imitation, du conditionnement social. Ils choisissent des métiers qu'ils n'ont jamais vraiment voulu, adoptent des opinions qu'ils n'ont jamais examinées, restent fidèles à des identités qui, en secret, les étouffent. Puis ils passent des années à se demander pourquoi ils se sentent vides. L'âme sait toujours quand elle vit dans le mensonge, et tôt ou tard, des signaux psychologiques commencent à apparaître comme des alarmes. Anxiété chronique, engourdissement émotionnel, comparaison permanente, cette étrange sensation que sa propre vie ne nous appartient plus vraiment. Mais voici la partie la plus dérangeante. L'esprit tolère la misère plus longtemps qu'il ne tolère l'incertitude. Ce qui veut dire que beaucoup de gens restent piégés simplement parce que la liberté leur semble, au début, étrangère. La liberté exige des responsabilités. On ne peut plus blâmer ses parents. On ne peut plus blâmer la société. On ne peut plus blâmer ceux qui nous ont sous-estimés. Parce qu'une fois qu'on croit réellement en soi, les excuses commencent à s'effondrer une à une. Et c'est là que la vraie confrontation commence. Pas avec le monde extérieur, avec soi-même, avec chaque peur enfouie qui chuchote encore « et si j'échoue ? Et si on me rejette ? Et si je deviens exactement ce qu'on m'a appris à ne jamais devenir ?» Et sous toutes ces peurs se cache la plus profonde de toutes. Et si je devenais réellement la personne que j'étais capable d'être? Cette question change tout, parce que la plupart des gens craignent leur propre potentiel bien plus que leurs propres limites. Les limites sont familières. Le potentiel est imprévisible. Une identité limitée permet d'expliquer ses échecs avant même qu'ils n'arrivent. Elle protège l'ego du risque. Si on n'essaie jamais vraiment, on ne se confronte jamais réellement à ce qu'on est capable de devenir. Alors on construit des prisons invisibles. Je ne suis pas assez confiant, je ne suis pas assez talentueux, je ne suis pas le genre de personne qui réussit. Au début, ça ressemble à des simples constats. Mais répétés assez longtemps, ils deviennent une identité. Et l'identité est dangereuse, parce que l'esprit la défend, même quand elle fait souffrir. Une personne convaincue de ne rien valoir gravite inconsciemment vers le manque de respect. Une personne persuadée d'être faible évite les opportunités qui exigent de la force. Une personne dépendante de l'approbation perd, petit à petit, sa capacité à penser par elle-même. Pas à cause du destin, à cause de la perception. Jung pensait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il continuera à diriger ta vie, et tu appelleras ça le destin. La plupart des gens ne réalisent jamais à quel point une grande partie de leur comportement est automatique. Ils croient choisir,
Mais ils réagissent souvent à un conditionnement d'enfance, à une humiliation ancienne, à des blessures émotionnelles invisibles qui continuent, des années plus tard, à contrôler leur système nerveux. C'est pour ça que deux personnes peuvent entrer dans la même pièce et vivre deux réalités complètement différentes. L'une voit une opportunité, l'autre voit un jugement. L'une parle librement, l'autre surveille chaque phrase. L'une considère le rejet comme temporaire, l'autre l'interprète comme la preuve définitive de son inutilité. La réalité se plie souvent autour de l'identité qu'on porte. Et une fois qu'on comprend ça, on réalise que croire en soi n'a rien à voir avec l'optimisme. C'est une véritable guerre psychologique contre des années de conditionnement intérieur. Chaque instant de respect envers soi-même devient un acte de rébellion contre la version de nous-mêmes construite par la peur. Et cette version-là ne disparaît jamais sans résister. Elle riposte, elle chuchote de rester invisible, d'éviter le risque, de rester acceptable, de se taire avant même que les autres puissent nous rejeter. Et le plus troublant, c'est à quel point cette voix semble crédible, parce qu'elle nous a protégés pendant des années. Mais la protection et l'enfermement portent souvent le même visage. L'esprit confond la sécurité avec la survie, même longtemps après que le danger ait disparu. Alors on continue à porter une armure émotionnelle, bien après la fin de la guerre. L'hypervigilance, la rumination, l'autosurveillance permanente. On appelle ça de la personnalité. Mais souvent ce n'est qu'une peur non résolue, déguisée en identité. Et si une personne reste piégée assez longtemps dans cet état, une forme de ressentiment finit par la consumer de l'intérieur. Pas seulement envers les autres, envers elle-même. Parce qu'au fond, elle sait. Elle se souvient de chaque moment où elle est restée silencieuse, alors qu'elle aurait dû parler. Chaque rêve abandonné pour plaire socialement, chaque instinct ignoré pour préserver un sentiment d'appartenance. L'âme garde une trace de chacune de ces trahisons. C'est pour ça que certaines personnes se sentent épuisées, même sans avoir rien fait de physiquement exigeant. Elles portent des années entières d'identité réprimée. Et un jour, généralement après assez de déceptions, assez de solitude, assez de conflits intérieurs, quelque chose bascule. On arrête de se demander « vont-ils m'accepter ?» pour commencer à se demander quelque chose de bien plus dangereux. Puis-je encore me respecter si je continue à vivre ainsi? Cette question marque le début d'une séparation psychologique. Pas une séparation de la société, une séparation de l'illusion. Parce qu'une fois que le respect de soi devient plus important que l'approbation des autres, le comportement humain se révèle avec une clarté presque effrayante. On commence à voir à quel point les gens jouent des versions d'eux-mêmes pour obtenir de l'acceptation. Combien de conversations sont, en réalité, dirigées par le statut, l'insécurité ou une compétition cachée? Combien de gens disent rarement ce qu'ils pensent vraiment? Le monde social commence à ressembler à une pièce de théâtre. Tout le monde joue, tout le monde s'ajuste, tout le monde protège une identité qu'il espère voir aimée. Et derrière tout ça se cache une forme silencieuse de désespoir, le besoin désespéré de se sentir important. C'est pour ça que la validation attire autant. L'attention apaise, temporairement, la peur d'être invisible. L'approbation devient une anesthésie émotionnelle. Mais une anesthésie n'a jamais guéri personne. Le soulagement ne dure jamais. Alors on cherche encore plus d'attention, encore plus de réassurance, encore plus de preuves extérieures qu'on compte. Et dans ce processus, on abandonne, sans s'en rendre compte, l'autorité sur sa propre identité. Une personne qui dépend entièrement d'une validation extérieure finit psychologiquement possédée par l'opinion publique. C'est pour ça que la critique détruit certaines personnes aussi complètement. Elle ne les blesse pas seulement, elle déstabilise tout leur sens d'exister. Mais quand quelqu'un commence à croire en lui-même en profondeur, la critique change de sens. Elle continue à faire mal, mais elle ne définit plus la réalité, parce qu'à l'intérieur, quelque chose de solide a enfin pris forme. Pas de l'ego, de l'alignement. La différence est immense. L'ego a besoin de supériorité. L'alignement a besoin de vérité. L'ego s'effondre face aux défis. L'alignement se clarifie face aux défis. Et la plupart des gens ne font jamais cette distinction parce qu'ils passent leur vie à construire une personnalité autour des apparences plutôt qu'autour de l'authenticité. Jung pensait que le plus grand fardeau qu'un enfant doive porter, c'est la vie non vécue de ses parents.
Réfléchis à toutes ces peurs qui se transmettent sans qu'on le choisisse. Des parents qui ont abandonné leurs rêves enseignent, sans le vouloir, la prudence excessive. Des personnes brisées enseignent l'évitement émotionnel. Des personnes insécurisées enseignent le conformisme. Des générations entières transmettent des mécanismes de survie déguisés en sagesse. Ne te fais pas trop remarquer, sois réaliste, reste prudent, ne te crois pas supérieur. Et lentement, l'esprit individuel se domestique, pas complètement détruit, juste contenu, assez pour fonctionner, assez pour obéir, assez pour survivre. Mais survivre sans sens finit toujours par créer une forme de famine psychologique. Cette famine s'exprime différemment selon les personnes. Certaines deviennent chroniquement anxieuses, d'autres deviennent émotionnellement engourdies, d'autres deviennent dépendantes de la distraction, d'autres deviennent cyniques parce que le cynisme paraît plus sûr que l'espoir. Mais sous tout ça se cache la même blessure. Elles ne sont jamais devenues elles-mêmes. Et les gens le sentent quand quelqu'un a abandonné son propre esprit. Il y a une lourdeur particulière chez ces personnes-là, une amertume discrète, un besoin constant de critiquer ceux qui possèdent encore de la liberté, de l'ambition, de l'authenticité. Parce que l'authenticité agit comme un miroir, et les miroirs deviennent douloureux quand on a passé des années à éviter son propre reflet. La vérité dérangeante, c'est que beaucoup de gens préféreraient attaquer ta transformation plutôt que d'affronter leur propre vide intérieur. Pas parce qu'ils te détestent personnellement, mais parce que ta croissance expose la vie à laquelle ils se sont résignés. Et rien ne provoque un ressentiment inconscient plus vite que de voir quelqu'un s'échapper d'une prison psychologique dans laquelle on vit encore soi-même. À l'instant où tu commences réellement à croire en toi, tu arrêtes de demander la permission d'exister. Et pour certaines personnes, ça, c'est impardonnable. Alors peut-être que croire en soi n'a jamais été une question de volume, de devenir plus fort que tout le monde autour de soi. Peut-être que c'était simplement devenir assez honnête pour arrêter de s'abandonner soi-même en silence. Parce qu'au fond, la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est jamais celle qui parle le plus fort. C'est celle qui n'a plus besoin d'approbation pour reconnaître sa propre valeur. Celle qui voit clair dans la manipulation, qui repère les intentions cachées, qui comprend la nature humaine sans jamais sombrer dans le mépris. Quelqu'un qui a enfin cessé de se trahir pour rester accepté. La plupart des gens passeront leur existence entière à porter des masques si serrés qu'ils finiront par oublier qu'il y avait, un jour, un vrai visage en dessous. Mais quelques-uns, un jour, se réveillent. Et une fois que c'est fait, ils ne peuvent plus jamais vraiment se rendormir. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le moment où tu as réalisé que tu vivais pour les autres au lieu de vivre pour toi-même?